Bonjour, bienvenue dans Boys Don't Cry. Lorsque l'on parle de violence de genre, c'est-à-dire de violences qui s'inscrivent dans les rapports de genre tels que les violences conjugales et les violences sexuelles, la formule consacrée depuis une dizaine d'années, c'est violence faite aux femmes. Sous-entendu, violence faite aux femmes par des hommes. Avec un tel intitulé, on exclut des victimes potentielles les hommes. Et par extension, on exclut des auteurs potentiels les femmes. Pourtant, nous pouvons constater qu'il y a bel et bien des hommes victimes de ces violences et dans une moindre mesure, des femmes autrices de ces violences. Pour justifier cela, on nous explique que ces cas seraient des épiphénomènes rarissimes, que cela ne serait pas systémique. Alors, nous avons généralement comme argument les chiffres du viol, à savoir que 99% des auteurs de viol sont des hommes et que plus de 90% des victimes sont des femmes. Ces chiffres sont contestables. Je vais tenter de vous le démontrer dans les prochaines vidéos. Mais surtout, ces chiffres sont issus d'un problème qui, lui, est bel et bien systémique, c'est celui de la minimisation des violences subies par les hommes et des violences perpétrées par les femmes. C'est un problème qui est issu du patriarcat, mais qui n'est pas combattu par ceux qui combattent le patriarcat. Je m'explique. Pour voir la validité des chiffres du viol, il faut déjà voir si la définition du viol est valide. La définition que tout un chacun aura, c'est qu'un viol, c'est un rapport sexuel non consenti. Mais est-ce que c'est bien la définition qui a utilisée pour obtenir ces chiffres? C'est ce que nous allons voir dès à présent. Ce 99% d'hommes dans les auteurs de viol, c'est un chiffre des condamnations, c'est-à-dire selon la définition légale du viol. Cette définition légale du viol a évolué dans le temps. Il est coutume de dire qu'avant 1980, le viol n'était pas reconnu comme un crime. C'est inexact. Comme on peut le voir dans le Code napoléonien, article 331. Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Les articles suivants aggravent la peine si le crime de viol est commis sur un mineur de moins de 15 ans, par des travaux forcés, ou si le coupable a autorité sur la personne qui a commis l'attentat. Donc les instituteurs, les fonctionnaires, les ministres du culte. Dans ce cas-là, perpétuité. Idem si le crime a été commis par plusieurs personnes. L'expression « tout autre attentat à la pudeur » vise ce qui est aujourd'hui appelé à une agression sexuelle, qui est dorénavant un délit, était à l'époque un crime. Donc on voit que dans le code napoléonien, le viol était bien considéré comme un crime. Et même toutes les agressions sexuelles étaient considérées comme un crime. Mais le problème, c'est pourquoi on nous dit que le viol n'était pas criminalisé avant 1980, c'est qu'il n'y avait pas de définition légale au viol. Il y avait juste une mention dans la loi. Le crime de viol était laissé à l'appréciation des magistrats. La jurisprudence a longtemps considéré que le viol n'était que la pénétration forcée du sexe d'une femme par le sexe d'un homme. Sachant que pourtant dans la loi, il y avait marqué de l'un ou l'autre sexe. On voit donc que déjà, même si les lois disent des choses, ce n'est pas forcément ce qui va être appliqué. À cette époque, le viol n'était possible qu'en dehors du mariage. Pas de viol possible d'un mari sur son époux. Les hommes ne peuvent être violés. Un viol anal, buccal, digital est un attentat à la pudeur. On va voir que cette séparation entre viol qui est un homme on va voir que cette séparation entre le viol qui est un homme pénétrant une femme et les agressions sexuelles qui peuvent...
Ce qu'on peut dire de la société de l'époque napoléonienne, c'est qu'il s'agissait d'une société patriarcale, du moins bien plus que notre société actuelle, personne ne le contestera. Et nous voyons donc que dans une société patriarcale, le viol, s'il n'est pas défini autrement dans la loi, sera considéré comme étant la pénétration d'un homme sur une femme non consentante. Que dans l'autre sens, c'est-à-dire une femme forçant un rapport sexuel à un homme, ne sera jamais considéré comme un viol. En 1957, sont introduits les éléments de surprise et contrainte. Le cas espèce était le suivant. Un homme s'est introduit dans le lit d'une femme qui pensait qu'il s'agissait de son mari. Elle s'est rendue compte après le rapport sexuel qu'elle avait été trompée sur la marchandise. Le viol par surprise est consacré. La Cour de cassation prend d'ailleurs une position de principe. Le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit par le défaut de consentement résultant de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou surprise pour l'atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se produise l'auteur de l'action. Là, il s'agit d'une jurisprudence. Ce n'est toujours pas une définition officielle. En 1980, le moment où on estime dans l'opinion populaire que le viol a été criminalisé, c'est en réalité lorsque le viol a été légalement défini. Et il a été défini à l'époque comme toute pénétration sexuelle de quelque nature qui ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Il y a une notion très importante dans cette définition, c'est commis sur la personne d'autrui. Important, dans les lois, du moins dans la manière dont elles sont écrites en France, c'est qu'elles sont toujours écrites selon le point de vue de l'auteur. C'est-à-dire que si on dit commis sur la personne d'autrui, c'est l'auteur qui a pénétré, selon cette définition, c'est l'auteur qui a pénétré une autre personne. Si l'auteur a été pénétré de fou, si l'auteur a forcé quelqu'un à le pénétrer, il n'y aura pas viol. Cette loi a été changée une première fois en 1994 pour ajouter la mention menace, donc qui devient tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ce n'est qu'en 2018, en France, que la définition du viol a été reconnue dans les deux sens, c'est-à-dire toute pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ou c'est la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce « ou » sur la personne de l'auteur change tout. Avant cette loi, une femme qui forçait un homme à la pénétrer, ce qui est un rapport sexuel classique, ne pouvait jamais être poursuivie pour viol. Car ce n'est pas elle l'agresseur qui a pénétré la victime, c'est la victime qui a pénétré l'agresseur. Ça n'entrait pas dans la définition du viol avant 2018. Il est important de noter que cette définition du viol, c'était dans l'article 2 de la loi Schiappa. Les personnes qui, comme moi, militaient déjà à l'époque contre les violences sexuelles en ont énormément entendu parler de cet article 2 de la loi Schiappa. Il y avait une très forte opposition contre l'instauration de cet article. Je rappelle qu'il y avait des personnes de tout horizon qui allaient des intégristes catholiques complotistes à certaines mouvances féministes qui exigeaient le retrait de cet article 2 de la loi Schiappa. Le rajout de « ou la personne de l'auteur » n'était même pas prévu dans l'article original. C'est un amendement qui a été rajouté, ce qui veut dire qu'on aurait pu bien garder encore longtemps une définition du viol qui n'incluait pas de manière égalitaire hommes et femmes dans leur capacité à violer. Là, on voit donc qu'il y a un énorme problème
Si cet article 2 de la loi Schiappa n'était pas passé, ce qui a eu de forts risques d'arriver, vu l'opposition qu'il avait, y compris par des mouvances féministes, on aurait dû attendre au moins jusqu'en 2021 et la nouvelle révision de la définition du viol pour que le viol est une définition non sexiste, c'est-à-dire une définition qui donne la même capacité aux hommes et aux femmes de violer. Donc la définition de 2021, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Il est important de noter que ces deux dernières modifications de la loi en France, celle de 2018 et celle de 2021, ont été poussées à cause de faits divers qui ont outré l'opinion publique. En 2018, c'était l'affaire d'un homme d'une trentaine d'années qui a poussé une gamine de 11 ans à la suivre jusque dans une cage d'escalier et à lui faire une fellation. Cet homme n'avait utilisé aucune menace, aucune violence, aucune contrainte. Il lui avait juste dit « suis-moi, fais ça » et tout. Voilà. De plus, la mère a fait la grande bêtise de dire dans tous les médias que sa fille, en rentrant, a dit « Ah, si papa apprend ce que j'ai fait, il va me punir. » Donc, qu'elle avait conscience de l'acte, qu'il ne s'agissait donc pas non plus d'une surprise. Le juge d'instruction a quand même décidé de poursuivre cet homme pour viol. Mais on voit que pour viol, il faut qu'il y ait violence, il n'y a pas eu dans cette affaire, menace, il n'y a pas eu dans cette affaire, contrainte, il n'y a pas eu dans cette affaire, ou surprise, et la mère avait crié sur tous les toits qu'il n'y avait pas de surprise dans cette affaire. Donc, cet homme n'a pas pu être condamné pour viol. À l'époque, avant la loi Schiappa, lorsqu'on était poursuivi pour viol, on ne pouvait pas être poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur. En France, on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes actes. Ils avaient commis l'erreur à l'époque de le juger pour viol et non pour atteinte sexuelle sur mineur, sachant que les peines encourues ne sont absolument pas les mêmes. Une atteinte sexuelle, c'est lorsqu'on a un rapport considéré comme consenti, c'est-à-dire un rapport sans qu'il y ait eu besoin de menaces, violences, contraintes ou surprises sur un mineur de moins de 15 ans. Cet homme aurait été poursuivi pour cela, il aurait été condamné, car il avait reconnu les faits. Mais il n'a pas été poursuivi pour ça. C'est pour ça que la loi Schiappa a été écrite. Cette loi avait pour but de faire que tout rapport sexuel avec un mineur, qui était défini de 13 ans dans la loi Schiappa, serait considéré comme une agression sexuelle s'il n'y avait pas de pénétration et comme un viol s'il y avait pénétration. Le problème, c'est qu'elle avait choisi 13 ans au lieu de 15. C'est ça qui a fait que l'ire des féministes leur est tombée sur Schiappa. Alors, il y a eu énormément de mensonges faits sur cette loi. Certains prétendaient qu'on a baissé l'âge où ça devenait illégal de coucher avec un mineur. Ce n'était absolument pas le cas. C'était toujours illégal de coucher avec un mineur de moins de 15 ans. Et ce qui changeait, c'est que si le mineur avait moins de 13 ans, alors automatiquement, le rapport était considéré comme une agression sexuelle et un viol, même si il était consenti, c'est-à-dire sans contrainte, menace, violence ou surprise. À cause de le deuxième point que cette loi devait introduire, qui a justement été fait, c'est que si on poursuit quelqu'un pour viol ou agression sexuelle sur mineur, mais que les faits de contrainte, menace, violence ou surprise n'ont pas été étayés, on puisse à présent aussi le juger après cela pour atteinte sexuelle sur mineur. Il y a qu'un des deux versants de la loi qui est passé, justement à cause de l'opposition de l'époque.
Donc, à cause d'une opposition de principe, car c'est bien ce que c'était. C'était une opposition de principe. On voulait 15 au lieu de 13. Sachant que je rappelle, entre 13 et 15, il y avait toujours l'atteinte sexuelle sur mineur. Donc à cause de cette opposition de principe, il a fallu attendre 2021 et un nouveau fait divers pour que la loi soit à nouveau changée et que, à présent, tout rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, c'est automatiquement un viol. Bon, il y a des exceptions, là, l'histoire de qu'il faut au moins 5 ans d'écart. Mais au lieu d'avoir la loi qui est arrivée en 2018 et qui aurait pu être changée des années plus tard pour dire non, mais 13, c'est pas bon, on va mettre 15. Donc au lieu de ça, on a perdu 3 ans. On a perdu 3 ans pendant lesquels les viols sur les mineurs de moins de 13 ans n'étaient pas forcément reconnus comme tels. Donc, ce qui a changé, en 2021, comme on voit, il y a l'ajout de ou tout acte bucogénital. Car en 2021, il y a une autre affaire à défrayer la chronique, c'est celle d'un jugement où on a vu que la notion de pénétration posait problème. Encore une affaire d'une fille mineure qui avait été abusée par son oncle, si je me souviens bien, à coups de cunilingus. Et dans ce procès, ils ont tenté de faire reconnaître le viol. Mais pour faire reconnaître le viol, il fallait pénétration. Donc il y a eu de longues questions sur savoir si est-ce que la langue était rentrée suffisamment profondément, sur est-ce qu'il y avait eu des va-et-vient. Il fallait définir s'il y avait eu bien pénétration ou si c'était resté un rapport de surface. Cela a fait scandale à l'époque. Demander à une fille, est-ce qu'il a bien rentré la langue et tout. Je comprends que ça fasse scandale. Mais c'était dans la définition du viol. On ne pouvait pas poursuivre quelqu'un de viol s'il n'y avait pas pénétration. Donc c'est pour ça que cette loi a été changée, un rapport bucogénital. Maintenant, on a pu poser les questions du est-ce qu'il a rentré la langue, à quelle profondeur, combien de fois, est-ce qu'il y a eu des mouvements de va-et-vient. Maintenant, il n'y a plus depuis 2021, cette question a disparu, ou tout rapport bucogénital. On voit donc qu'en France, la définition du viol évolue dans le temps, poussée par l'opinion publique, plus que par les actions des politiciens et des associations de lutte qui, dans certains cas, comme en 2018, peuvent même retarder l'évolution de la loi. Je rappelle, c'est justement en 2018 qu'a été reconnue la même capacité à violer pour un homme et une femme. Dans la seconde vidéo, on évoquera les chiffres. Et il faudra bien garder à l'esprit que quasiment tous les chiffres disponibles datent d'avant 2018. Donc d'avant la définition du viol réciproque. Enfin, d'avant une définition réciproque du viol où hommes et femmes ont la même capacité à violer. Et cela pose donc problème. S'il n'y a pas la même capacité chez les hommes et chez les femmes à violer, s'il faut forcément pénétrer quelqu'un pour violer, forcément, mécaniquement, l'essentiel des auteurs ne peuvent être que des hommes. Les femmes, y compris dans les rapports consentis, pénètrent rarement leur partenaire. Ça arrive, mais c'est rare. Alors que chez les hommes, c'est quasi systématique. Donc, essentiellement, même si hommes et femmes avaient les mêmes taux d'agression, on aurait essentiellement des hommes dans les auteurs. Voilà en quoi la loi interfère sur les chiffres. Et cette loi, elle ne sort pas de nulle part. Comme j'ai montré avant, elle dépend de l'opinion publique, elle dépend de l'image qu'on se fait du viol. Et donc, on voit que l'image que l'opinion publique s'est fait du viol pendant très longtemps, c'est l'image d'un homme agressant une femme. Et cette image va interférer dans les chiffres. Car si on ne condamne que les viols d'un homme sur une femme, évidemment, il n'y aura que des auteurs hommes. On va regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins.
Parce qu'après tout, ce problème de définition est peut-être un problème franco-français où on a certaines conceptions, que ce n'est pas une conception commune, conception patriarcale. Donc on va commencer par la Suisse. Donc quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte ou tout autre acte analogique qui implique une pénétration du corps ou profite de cette fin d'un état de sidération d'une personne est puni d'une peine de privation de liberté de 5 ans. Quiconque notamment utilise de menaces, violences à l'égard d'une personne en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contrainte à commettre ou à subir l'acte sexuel ou tout autre acte analogique implique une pénétration du corps et puni d'une perte de liberté de 10 ans. Si l'auteur de l'alinéa 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux, il est puni d'une peine de privation de liberté de 3 ans minimum. Donc on pourrait se dire, la loi suisse n'a pas le problème de la loi française. On voit qu'il y a la même capacité entre hommes et femmes à commettre un viol. On voit aussi que, comme en France, le viol est défini par la pénétration. Donc là, dans cette loi, un acte bucco-génital ne serait pas considéré comme un viol. Mais il y a un petit point intéressant. C'est que cette loi, en fait, elle n'est appliquée que depuis juillet 2024. Que disait la loi avant juillet 2024 ? Donc là, je vous montre le texte qui a servi à expliquer les motivations derrière le changement de loi de 2023 qui a été appliqué en 2024. Force est de constater que la définition du viol dans le code pénal suisse est non seulement très différente de celle de ses pays voisins, mais surtout archaïque. En ce sens qu'elle se limite à l'acte sexuel proprement dit, excluant ainsi les victimes de sexe masculin et d'autres formes de pénétration sexuelle forcée. En gros, à l'heure actuelle, les différentes formes de pénétration sexuelle forcée sont appréhendées par 2 dispositifs de notre code pénal, le viol, donc l'article que je viens de vous lire, et la contrainte sexuelle, l'article précédent. Ces 2 articles peuvent sembler similaires au premier abord. Les 2 infractions sont des crimes, les 2 infractions sont poursuivies d'office, les 2 articles contiennent une circonstance aggravante, la prescription pour les 2 infractions est de 15 ans, sauf si la victime est à moins de 16 ans. La peine maximum est de 10 ans en privation de liberté, mais ils contiennent des différences fondamentales. Donc, avant cette modification de la loi, seule une femme peut être victime de viol, seul un homme peut être l'auteur direct d'un viol. La peine minimale pour une contrainte sexuelle est une peine pécuniaire, alors que la peine minimale pour un cas de viol est une année de privation de liberté. Donc, c'est-à-dire que jusque cette année, en Suisse, même si les peines maximales étaient similaires, donc on voit qu'en Suisse, il a fallu attendre 2024 pour qu'il y ait réciprocité dans la loi. Jusqu'en 2024, n'était pas considéré comme un viol et donc n'entrait pas dans les chiffres dits viol les actes perpétrés par des femmes. Même si une femme pénétrait un homme, ce n'était pas considéré comme un viol. Donc maintenant, regardons en Belgique. En Belgique, on entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie de réclusion de 10 ans à 15 ans. Donc, on va un petit peu regarder la définition de consentement. Donc, la définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement,
Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement ne peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de situations de vulnérabilité de la victime, dû notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou toute autre substance ayant un effet similaire à une maladie ou une situation de handicap. En état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte sexuel résulte d'une menace, de violence physique ou psychologique, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable. En état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. Donc on voit, on va y revenir plus tard, que la loi belge se rapproche à ce qu'on veut faire de la loi en France et ailleurs en termes de consentement. Parce que, on verra après, le consentement, c'est quelque chose qui doit être impérativement défini dans la loi s'il veut être applicable. Je vais y revenir. Sur le viol, c'est un acte de pénétration commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. On va dire qu'en plus, c'est une entrée en vigueur en 2022. Donc encore une définition récente du viol. Donc, que disait la loi belge avant 2022 ? Elle disait que le viol était tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas. Il n'y a pas de consentement, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Donc là, déjà, on voit deux différences importantes. C'est que, avant cette loi, le consentement était mal défini en Belgique. Et en gros, en pratique, il avait la même définition, ça donnait à la loi la même définition que celle du viol, mais celle du viol d'avant 2018. Car comme on voit, c'est commis sur une personne qui n'y consent pas. Il n'y a pas la mention ou à l'aide d'une personne ou à l'aide d'une personne. On voit bien que donc dans la définition belge d'avant 2022, on était comme dans la définition française où seul le pénétrant pouvait être accusé de viol. Regardons maintenant en Angleterre. Alors en Angleterre, c'est un peu compliqué à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de code pénal. C'est le bordel. Mais on voit que en Angleterre, ils ont le viol, rape, et le assaut par pénétration. Donc une personne est coupable d'une de ces offenses si elle a agi intentionnellement, que la personne victime ne consent pas à l'acte et que la personne auteur n'a pas de raison de croire que B est consentant. Dans les cas suivants, il n'y a pas besoin, pour qu'il y ait condamnation, de prouver l'absence de consentement. Donc, en gros, dans les cas où la victime est jeune. Voilà, ce qu'a voulu introduire la loi Schiappa et qui a été introduit en 2021 au final, c'est que de base, si la victime est trop jeune, elle ne peut pas consentir. Donc, dans les prochaines vidéos, j'utiliserai beaucoup des chiffres qui viennent du Canada et des États-Unis, parce que c'est là où il y a le plus de recherches faites au sujet des violences sexuelles, des violences conjugales. J'y peux rien, en France, on est très pauvre à ce niveau-là. Et donc, pour faire simple, au Canada, il n'y a pas de définition légale au viol, c'est considéré comme une agression sexuelle. La gravité des agressions sexuelles dépend des dommages infligés à la victime et pas du type d'acte.
aux États-Unis, chaque État a sa propre loi. Donc la définition du viol peut changer d'un État à l'autre, mais la définition, la définition fédérale, donc une définition commune du viol, celle qui va être utilisée dans les statistiques, c'est celle où l'agresseur a pénétré la victime. Celle où l'agresseur a été pénétré par la victime, ne sera pas considéré comme viol, que ce soit dans les statistiques ou dans les lois. On voit donc que ce problème de définition est bien un problème systémique, parce que ce n'est pas juste la loi française qui a été mal conçue. On voit que ce problème se retrouve un peu partout. Qu'on a même des pays où il est considéré que seuls les hommes peuvent violer, ou bien que seules les femmes peuvent être victimes de viol. On voit que les changements dans ce paradigme sont très récents. Quand j'ai commencé à militer contre les violences faites aux hommes, c'était en 2016, donc c'est-à-dire la loi belge, la loi française ne reconnaissait pas qu'une femme ait la même capacité aux femmes et aux hommes de violer. La loi française, la loi suisse, la loi américaine et plein d'autres lois. On voit que ces changements datent d'il y a quelques années. Donc les lois évoluent et continuent d'évoluer. Un des grands débats actuellement, c'est de savoir si on doit continuer à avoir, comme dans de nombreux pays, une définition du viol basée sur la coercition, c'est-à-dire sur les comportements de l'agresseur, ou une définition du viol basée sur le non-consentement de la victime. Ces deux définitions ont leurs problèmes. On y reviendra un peu plus tard. Mais dans ce débat, il y a eu donc récemment, vous en avez sûrement entendu parler, c'était en début d'année, enfin année précédente, quoi. Il y a eu récemment, donc en 2024, une tentative de faire une définition commune du viol en Europe. La France a rejeté cette définition, partant du principe que ce n'était pas à l'Europe de définir les lois des pays, que ce n'était pas un eurocrime, donc chaque pays devait être libre de sa définition. On a accusé la France d'avoir rejeté cette définition parce que cette définition était basée sur le consentement, que ce serait sa seule opposition à cette définition, que cette définition serait meilleure. Mais on voit que dans les pays qui ont rejeté cette définition, on a par exemple l'Allemagne. L'Allemagne a une définition du viol basée sur le consentement. On voit donc que cette opposition, ce n'est pas qu'une question de consentement. Est-ce que cette Euroloi, donc si on la prenait telle qu'elle, était meilleure que la loi française? Spoil, absolument pas, elle est pire. Elle est pire à tous les niveaux. Voilà ce qu'elle disait. Le viol. Les États membres veillent à ce que le comportement intentionnel suivant soit possible d'une sanction en tant qu'infraction pénale. Le fait de se livrer avec une femme à tout acte non consentré de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec objet. Le fait de contraindre une femme à se livrer avec une autre personne à tout acte non consenti de pénétration vaginale, anale, orale à caractère sexuel ou toute autre partie de son corps. Les États membres veillent à ce qu'on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement, ou dans une situation où la femme n'est pas en mesure de forger une volonté libre en raison de son état physique, mental, ou par exemple qu'elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée, physiquement handicapée, ou cette capacité de se forger une volonté libre est exploitée. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l'acte. L'absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique, ou son comportement sexuel passé. Donc déjà, on voit qu'on a un énorme recul par rapport à la loi française, et même par rapport à la plupart des lois européennes.
c'est la femme. Selon cette définition du viol, seule une femme peut être victime de viol. Est-ce que dans un pays où on a reconnu il y a seulement 6 ans la même capacité aux femmes et aux hommes de violer, est-ce qu'on va passer à une loi qui dit que seule la femme peut être victime de viol? En plus, cette loi, même dans les actes que pourrait subir une femme, sont plus limités que nos lois actuelles. Parce qu'il s'agit de pénétration anale, vaginale ou orale. Une femme. Donc, voilà, on a par exemple le rapport bucco-génital n'est pas inclus dedans. Le fait qu'une femme soit forcée à pénétrer quelqu'un, ce qui peut arriver, hein, voilà, n'est pas reconnu dedans. Après, il faut aussi regarder la définition du consentement. Donc oui, donc on voit que même sur la définition du consentement, est-ce qu'elle réellement protège plus que la loi française? Est-ce qu'une femme qui dit oui parce que tu as insisté pendant des heures a consenti volontairement? Elle a dit oui. Elle a consenti, on ne l'a pas forcé à dire oui, on a juste insisté. Est-ce que ça rentrerait dans la définition du viol? Ce n'est pas sûr. Alors qu'en France, c'est de la contrainte. Ça rentre dans la définition. Donc une définition basée sur le consentement ne protège pas forcément plus qu'une définition basée sur la coercition. Il faut voir comment est défini le consentement ou qu'est-ce que couvre la coercition. Encore actuellement, en France, il y a des tentatives de faire évoluer la loi. Par exemple, là, je vous montre un projet de loi qui a été validé, c'est-à-dire qui va être voté, qui est tout cas en processus actuellement. On voit que des nouvelles circonstances aggravantes ont été rajoutées, hein, avec préméditation ou guet-apens. On voit qu'un des gros problèmes de la loi française, qui est le non-cumul des peines, qui donne des grosses aberrations, comme par exemple quelqu'un qui est poursuivi pour une centaine de viols et qui n'encourt que 20 ans, comparé à une personne qui n'a commis qu'un viol et qui encourt la même peine, non-cumul des peines. Donc là, c'est-à-dire que il y a une... Donc on va dire que les viols comme l'affaire Pellico ou comme le viol que je viens de vous décrire, dans le projet de loi, ça va passer à 30 ans au lieu de 20. Très bonne amélioration. On voit que c'est un texte qui a été rejeté par la LFI. Au motif habituel, comme ceux qui avaient tenté de rejeter le texte de 2018 de la loi Schiappa, ça va pas assez loin, donc on va pas le prendre. Donc la LFI s'est opposée à cette définition parce qu'elle avait sa propre définition à proposer. Donc pour la LFI, le changement de loi qui devait s'opérer, c'est donc constitue tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur sans consentement donné volontairement est un viol. Pour les faits, on prend les mêmes actes. Il peut être commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'expression du consentement comme résultante de la volonté libre de la personne, considérée dans le contexte des circonstances environnantes, doit être recherchée. Le consentement ne peut être déduit par la simple absence de résistance de la victime. En gros, tentative de faire de la loi française une loi basée sur le consentement, tout en définissant un peu le consentement. Par contre, il y a un petit problème d'écriture parce qu'il peut être commis par. Est-ce que c'est automatiquement le cas? Il faut très faire attention quand on écrit des lois, c'est comment elles sont interprétées. Il peut être commis par, ça n'implique pas que s'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise, forcément il y a viol. Donc ce 99% d'hommes dans les auteurs, c'est avec une définition du viol
qui est problématique. Qui est problématique par rapport à la reconnaissance des actes en tant que viol. On voit que structurellement, avec une telle définition, déjà obligatoirement, il y a une très forte majorité d'hommes. Je ne dis pas que je dis pas qu'il n'y a pas une très forte majorité d'hommes dans les violeurs. Je dis que le terme, la définition qu'on a du viol, qu'on avait jusqu'en 2018, sur lequel se base la plupart des chiffres qu'on a à disposition sur le viol, ne donnant pas la même capacité aux hommes et aux femmes de violer, forcément, ça augmente le nombre d'hommes dans les auteurs. Et par corollaire, ça augmente aussi le nombre de femmes dans les victimes. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, on essaiera de voir réellement quels sont ces chiffres, comment on peut les estimer.